Bonsoir à toi, moi c'est Saint-Tiche et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé. Je crois que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui au cours de cette vidéo est l'un des sujets le plus sollicités depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Vous imaginez sûrement déjà de quoi nous allons parler. Nous allons effectivement parler du nouveau coronavirus. Alors, pour rendre les choses un peu plus faciles, au cours de cette vidéo, je vous donnerai 10 faits sur le nouveau coronavirus que les scientifiques ont déjà découvert. Et je me dis, étant en connaissance de ces 10 faits, chacun saura quelles mesures prendre afin d'éviter la propagation et la contamination de plusieurs autres personnes. Commençons alors par le premier fait sur ce nouveau virus-là. Il faut déjà savoir que le coronavirus n'est pas le nom d'un seul et unique virus. Le coronavirus, en fait, est le nom d'une famille de virus. Et comme chaque famille au monde, celle-ci aussi dispose de plusieurs membres. Et ce nouveau coronavirus en fait partie. Dans le passé, par exemple, il y a déjà eu 2 types de coronavirus qui ont déclenché des épidémies. Mais ces épidémies ont pu être maîtrisées par les scientifiques et par la médecine. Depuis décembre 2019, alors, nous faisons malheureusement face à un nouveau type de coronavirus qui s'appelle SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, je viens de dire le nom en allemand, j'écrirai le nom là. Et malheureusement, jusqu'ici, ce virus n'a pas encore pu être contrôlé et a déclenché une épidémie mondiale, donc une pandémie. Passons alors au deuxième point qui est celui de la transmission. La transmission se fait par voie aérienne entre une personne qui est contaminée, ça veut dire qui est porteur de virus, et une personne qui est en santé. Donc, si par exemple, à côté de vous, une personne qui est porteuse de ce virus tousse, crie, éternue ou bien parle trop fort, des micro-gouttelettes et des aérosols s'échapperont du nez et de la bouche de cette personne malade. Ces micro-gouttelettes peuvent donc atteindre votre nez ou votre bouche, y pénétrer et par ceci infecter votre voie respiratoire. Une deuxième voie de contamination est celle du contact physique. Imaginez un peu une personne qui est atteinte de ce virus-là. Elle tousse, elle éternue et au lieu de tousser ou d'éternuer dans le coude de sa main ou bien sur un papier mouchoir, elle le fait sur sa paume de main. Après, elle marche, elle voit un ami, elle tend la main, elle salue cet ami-là. Cet ami salue naturellement, sans problème, comme on le fait tout normalement. Et quelques secondes après, pendant la discussion, cet ami est en train de toucher son visage. Vous savez, on a l'habitude de toucher notre visage. C'est déjà presque un réflexe. Donc, cet ami touche alors son visage. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe en fait, c'est que les microbes que le malade a transmis à la personne qui était encore en santé se trouvaient maintenant sur sa paume de main. En touchant son visage avec sa paume de main, il amène ces microbes au niveau de son nez et de sa bouche. Donc, les virus pourront alors pénétrer son nez et sa bouche, atteindre ses voies respiratoires et créer des infections à ce niveau-là. Un dernier point à mentionner sur la transmission du nouveau coronavirus. Il y a 2 ou 3 jours, le chef du Robert Koch Institute a mentionné que la transmission se fait vraiment juste d'un être humain à un autre être humain, donc d'une personne à une autre personne. Bon, quand j'ai écouté cela, moi je me suis demandé, mais comment est-ce que ça se fait qu'au début on parlait d'une transmission faite de la chauve-souris à l'être humain? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il dit que la transmission se fait juste d'un être humain à un autre être humain? J'ai fait mes recherches sur ce sujet-là, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Donc, si vous avez vraiment des idées ou bien si vous avez mieux compris ce point-là, je vous prie de me l'écrire en commentaire, comme ça j'apprendrai aussi un truc de nouveau. Passons alors au troisième point. Contrairement aux autres membres de la famille des coronavirus, ce nouveau coronavirus se multiplie à forte vitesse au niveau de la gorge.
Vous comprenez alors que l'infection se fait super rapidement et est très vulnérable, étant donné que la gorge est vraiment proche de l'extérieur. Donc même juste en parlant, quelqu'un qui est infecté peut contaminer celui qui est proche de lui par des micro-gouttelettes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une chose qui rend ce virus encore plus vulnérable est le fait que des personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme sont capables d'infecter d'autres personnes. Après une infection par ce nouveau coronavirus, les symptômes surgissent après environ 14 jours. Vous comprenez alors que la phase d'incubation dure 2 semaines, ce qui est vraiment une très longue période. Ça veut dire que quelqu'un peut être infecté, il ne le sait même pas étant donné qu'il ne développe aucun symptôme. Il se promène toujours comme s'il n'avait rien et infecte encore plusieurs autres personnes et ainsi de suite. C'est comme ça que la chaîne continuera, le taux d'infection montera et la pandémie deviendra plus difficile à contrôler. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de respecter les règles qui sont posées, non seulement les règles d'hygiène, mais éviter aussi tout contact social et tout rapprochement physique. Comme quatrième point, on aborde la question à savoir combien de temps on reste contagieux après l'apparition des symptômes. Malheureusement, il n'y a pas encore de données fixes sur ce point-là. Néanmoins, les scientifiques ont découvert des virus dans la gorge du malade capables de se reproduire jusqu'à 4 jours après le début des symptômes et dans les sécrétions provenant des voies aériennes jusqu'à 8 jours après le début des symptômes. Vous comprenez alors que, apparemment, même après le déclenchement des symptômes, on peut rester infectieux pendant plusieurs jours. Certaines études ont aussi montré que les composants du virus ont été détectés dans les voies respiratoires jusqu'à 18 jours après le début des symptômes. Mais malheureusement, on ne sait pas si ces composants du virus étaient capables de se multiplier et capables d'infecter d'autres personnes. Passons au 5e point sur le nouveau coronavirus. C'est un point vraiment super important. Il s'agit du fait que le virus peut survivre jusqu'à 72 heures sur des surfaces en plastique ou bien sur des surfaces en acier. Et ce virus aussi peut survivre plusieurs jours, vous comprenez, plusieurs jours sur des surfaces lisses et demeurer contagieux. Donc, si une personne touche une surface contaminée et par de suite touche son nez ou bien sa bouche, elle a de fortes chances de se faire infecter par ce nouveau coronavirus. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir un cadre propre, un environnement propre et même quand vous êtes en public, d'éviter de toucher les choses en désordre. Pour votre environnement propre, je vous conseille de diluer des agents lavants, des agents désinfectants ou aussi même simplement l'eau de javel dans une grande quantité d'eau et vraiment bien nettoyer votre environnement, car les surfaces sont des niches de virus. Comment peut-on savoir si on est porteur de ce nouveau type de coronavirus? Après la phase d'incubation qui dure environ 14 jours, comme je l'ai dit avant, les symptômes sont déclenchés par l'organisme. C'est vrai, les symptômes du coronavirus ne sont pas vraiment très spécifiques. Ils ont très souvent l'habitude d'être confondus aux symptômes d'un rhume simple ou bien d'une grippe simple. Comme symptôme assez classique de l'infection avec le SARS-CoV-2, on a la fièvre qui surgit dans 88% des cas, une toux sèche dans environ 68% des cas. Après, on a des assoufflements respiratoires dans 19% des cas. 15% des gens qui ont été infectés jusqu'ici ont signalé des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Les maux de gorge, de cou dans 14% des cas, ainsi que les maux de tête et le nez bouché, c'est très rare, juste dans 5% des cas. Passons alors au 7e point sur ce nouveau coronavirus. Il faut savoir que 80% des personnes qui s'infectent par le virus présentent vraiment des symptômes, je ne veux pas dire doux, mais des symptômes quand même légers, un peu semblables aux symptômes d'un simple rhume ou bien d'une petite grippe. Mais malheureusement, chez les autres 20%, la maladie peut évoluer vraiment gravement
et conduit à la mort si le patient ne parvient pas à être stabilisé par le corps médical. La majorité de ces 20 personnes sont des personnes âgées. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, le risque d'avoir une évolution grave suite à une infection par ce virus est vraiment élevé. Et la deuxième catégorie de ces 20% sont des personnes qui ont des antécédents médicaux, peu importe si ces personnes sont jeunes ou bien plutôt âgées. Si une personne a des antécédents médicaux tels que des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires comme la bronchite chronique, l'asthme, si ces personnes ont le diabète, ont un système immunitaire affaibli à cause, par exemple, d'une infection du VIH sans traitement ou bien à cause de la prise de certains médicaments qui affaiblissent le système immunitaire comme le cortisone, ces personnes ont malheureusement une chance élevée d'avoir plutôt une mauvaise évolution après infection par le coronavirus. Donc, si vous vous renseignez un peu sur l'âge et le passé médical des personnes qui sont mortes suite au coronavirus, vous allez voir que la majorité de ces personnes étaient soit des personnes âgées, soit des personnes, peu importe si âgées ou jeunes, qui avaient des antécédents médicaux. Donc, une personne jeune peut bel et bien mourir du coronavirus si elle a des antécédents médicaux ou si elle a un système immunitaire affaibli. C'est bien possible. Je crois que beaucoup de personnes se posent la question à savoir pourquoi en Italie, le taux de mortalité suite à une infection par ce virus est si élevé. Bon, c'est vrai, déjà jeudi le 13 mars, l'Italie a dépassé la Chine en termes de nombre de morts. Avec 427 décès supplémentaires en moins de 24 heures, le nombre de morts était passé à 3405 personnes, ce qui est vraiment un nombre super élevé. Mais plusieurs facteurs peuvent bien expliquer la situation critique en Italie. À commencer par l'âge des habitants. 23% des Italiens ont plus de 65 ans, ce qui en fait fait de l'Italie la population la plus vieille en Europe et même la deuxième plus âgée du monde après le Japon. Et vous savez, avec l'âge, les risques de développer des maladies montent. Donc, le risque de développer des maladies comme le cancer, l'hypertension, des problèmes cardiaques, pulmonaires augmentent. Et toutes ces maladies sont des antécédents médicaux qui favorisent alors une mauvaise évolution suite à une infection par le nouveau coronavirus. Selon un professeur et membre de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, et aussi selon certains chiffres de l'Institut supérieur de la santé italienne, l'immense majorité des Italiens ayant succombé au virus souffraient d'au moins une pathologie aggravante et l'âge moyen des personnes décédées dans le pays est de 79,5 ans, donc presque 80 ans. Et aussi, il faut savoir que 21% des Italiens fument. Cette pratique nocive aux poumons ne peut donc jouer en aucune faveur après une infection par le nouveau coronavirus. Aussi à mentionner est le fait que malheureusement, le virus a été détecté trop tard par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont mis beaucoup de temps à se rendre compte de l'épidémie de coronavirus dans leur pays. Donc, les mesures afin de ralentir la propagation de ce virus ont été prises trop tard. Il y a quelques jours, le Service national de la santé italien a publié une enquête sur les cas de décès. Ils ont fait une enquête sur la base de 2000 décès et ils ont constaté que plus de 99% des personnes décédées avaient une ou plusieurs maladies antérieures. Des 2000 personnes décédées, il y avait juste 3 personnes qui n'avaient aucune maladie connue avant d'être infectées par le coronavirus. Plus des 3 quarts des 2000 personnes décédées souffraient déjà de l'hypertension avant d'être infectées. Un bon tiers avait reçu un diagnostic de diabète et un autre tiers avait une maladie cardiaque. Vous comprenez alors, la majorité de ces personnes avaient déjà des antécédents médicaux, ce qui explique alors l'évolution grave de leur maladie et malheureusement la mort à la fin.
Jusqu'au 17 mars, seulement 17 personnes de moins de 50 ans avaient été enregistrées parmi tous les 4000 décès qu'il y a eu en Italie. Environ 70% des décès sont des hommes et les décès de moins de 40 ans étaient même exclusivement des hommes ayant déjà souffert de graves maladies telles que des maladies cardiovasculaires ou bien des problèmes de reins ou aussi des hommes qui souffraient du diabète. Donc, en gros, tous ces facteurs-là expliquent le taux de mortalité très élevé en Italie. Comme je l'ai dit, la population italienne est vraiment vieille, est vraiment bien âgée. Et plus on prend en l'âge, plus la chance de développer certaines maladies est élevée. Le 20 mars, dans tout le monde entier, on a enregistré un total de 245 000 personnes infectées par ce nouveau coronavirus. Et malheureusement, jusqu'ici, 10 000 personnes ont trouvé la mort, sont décédées suite à une mauvaise évolution de cette infection-là. Mais le nombre de personnes infectées qui ont trouvé la guérison augmente aussi chaque jour et s'élève actuellement à environ 86 000 personnes. Vous comprenez alors par ceci qu'il y a bel et bien des personnes qui en guérissent. Du moins, ces personnes trouvent leur stabilité, n'ont plus de symptômes et peuvent continuer à vivre leur vie tout normalement. Malheureusement, dans les médias, on entend plus parler de cas de décès et de cas d'infection, mais il y en a des gens qui guérissent. Passons alors au 8e point qui est celui du traitement. Est-ce qu'il existe déjà un vaccin ou bien des médicaments contre le nouveau type de coronavirus ou bien aussi contre la famille des coronavirus en général? Malheureusement, il n'existe ni de traitement ni de vaccin. Le traitement qui est fait actuellement est un traitement symptomatique, c'est-à-dire si un patient vient à l'hôpital, il a une fièvre élevée, on va lui donner des médicaments afin de baisser sa fièvre. S'il a de la toux, on va donner des médicaments afin d'adoucir sa toux et ainsi de suite. Donc, on traite vraiment les symptômes, mais on ne traite pas la maladie en tel que soit. Passons alors au 9e point qui est celui du soleil. Je crois il y a une semaine ou bien 5 à 7 jours en tout cas, dans les médias, tout le monde, bon pas tout le monde, mais plusieurs gens disaient que le soleil pourrait être un espoir pour nous, pour l'humanité, que le soleil pourrait peut-être nous libérer de ce coronavirus. Mais malheureusement, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas encore un truc qui a été 100% confirmé. L'hypothèse des scientifiques par rapport au soleil et au coronavirus était celle-ci. En fait, ils se sont dit que les rayons ultraviolets du soleil pourraient détruire le patrimoine génétique du virus. Détruire le patrimoine génétique du virus veut par là aussi dire détruire le virus parce que sans patrimoine génétique, il n'y a pas de virus. Une deuxième hypothèse était le fait que les rayons du soleil pouvaient aussi détruire la couche lipide qui entoure le virus. Si on détruit cette partie du virus, le virus lui-même aussi sera détruit et ne pourra pas se propager et contaminer plus de personnes. Malheureusement, ces hypothèses, comme je l'ai dit, elles sont bien logiques, elles sont bien compréhensibles et tout, mais ce n'est pas encore 100% prouvé. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste attendre l'été venir, juste attendre la saison sèche venir et voir si effectivement les rayons de soleil détruiront le virus et par ceci, si le taux d'infectés baissera pendant ces périodes ensoleillées ou pas. Là, nous passons alors au 10e point sur le coronavirus et c'est aussi le point le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc, si vous ne m'avez pas écouté, si vous n'avez pas compris ce dont je parlais avant là, s'il vous plaît, concentrez-vous, prenez même des notes. Parce que ce point-ci est le point le plus important. C'est ce point qui nous permettra à combattre ce virus à la longue. Il s'agit de la prévention. Vous savez, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Comment est-ce qu'on peut faire, ou bien plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire infecter par le coronavirus? La première chose à faire, règle d'hygiène numéro 1, c'est de se laver les mains régulièrement plusieurs fois par jour avec du savon et de l'eau propre. C'est vraiment très important
de s'habituer à ce geste-là. Lavez-vous les mains régulièrement, car en vous lavant les mains, vous évitez de garder ce virus sur votre paume de main. Deuxième règle d'hygiène. Quand vous toussez ou bien vous éternuez, ne le faites pas dans votre paume de main. Non, non, non. Il faut soit le faire dans votre coude ou bien sur un mouchoir papier. Troisième chose à faire, vraiment évitez de toucher vos yeux, votre nez, votre bouche avec des mains non lavées ou bien même avec des mains. Évitez ce geste-là. Quatrième chose à faire, gardez la distance avec des personnes qui sont malades et aussi même avec des personnes autour de vous, comme je l'ai dit. Parce que certaines personnes peuvent me être malades, elles ne le savent pas parce qu'elles sont encore en phase d'incubation et par ceci ne développent pas encore de symptômes. Une autre chose à faire, c'est de rester à la maison quand vous êtes malade. Si vous avez un petit symptôme de coronavirus, mettez-vous vous-même en quarantaine. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire de rester à la maison aussi et ça. Non, non, non. Si vous avez une fièvre ou bien une toux sèche qui apparaît subitement comme ça, mettez-vous vous-même en quarantaine afin de préserver les personnes autour de vous de ce virus-là. Autre chose très important à faire, encore une règle d'hygiène, c'est de désinfecter les surfaces autour de vous et désinfecter aussi vos objets personnels. Là, je vous donne un petit conseil. Ça ne sert à rien. Si vous désinfectez, vous lavez vos mains, vous désinfectez vos mains, mais vous ne désinfectez pas, par exemple, la coque du téléphone que vous touchez à chaque minute. Dernière chose à mentionner, portez le masque, s'il vous plaît, portez le masque, mais juste quand vous avez des symptômes de cette maladie. Ça ne sert à rien du tout de porter un masque quand on ne développe pas les symptômes de cette maladie. Non, non, non. Parce que là, vous courez même le danger de vous croire trop protégé par ce masque et d'ignorer les règles d'hygiène de base. Le plus important, ce sont des points que j'ai cités avant. Le port du masque est vraiment réservé au personnel de santé. Donc, laissez les masques au personnel de santé et laissez les masques aux personnes qui sont infectées par le coronavirus, car c'est grâce à ces masques-là qu'elles pourront éviter, qui les permettent en fait d'éviter de propager le virus dans leur environnement. Si maintenant tout le monde se met à acheter les masques par-ci, par-là, on arrivera à un point où il y aura une pénurie de masques pour le personnel de santé. Comment est-ce que vous voulez que le personnel de santé vous prenne en charge si eux-mêmes ils ne peuvent pas se protéger? S'ils ne peuvent pas se protéger, ils vont se contaminer. S'ils se contaminent, sûrement il y aura des cas graves. Il y aura alors moins de personnel. Quand il y a moins de personnel, ça veut dire moins de personnes qui peuvent suivre les malades et par ceci, ça rendra encore la situation vraiment délicate. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sont en santé là, arrêtez d'acheter les masques en désordre. Ça, c'est du gaspillage pour rien. Laissez les masques tranquilles. Les masques sont vraiment faits pour le corps médical et pour les personnes qui présentent les symptômes du coronavirus afin d'éviter qu'ils propagent ces virus à leur entourage. Bon, là, je viens de vous citer 10 points importants sur ce nouveau type de coronavirus. J'espère avoir cité les informations les plus importantes. Essayez vraiment de respecter les règles d'hygiène dont j'ai parlé dans cette vidéo. Lavez-vous régulièrement les mains, désinfectez les surfaces autour de vous, désinfectez les objets que vous utilisez régulièrement et aussi respectez les mesures qui ont été prises par le gouvernement afin de freiner la propagation du virus. Quand je vois dans certains pays, en fait, je vois pas le net. Dans certains pays, le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les universités pour éviter la propagation de ce virus-là. Au lieu alors que chacun reste chez soi, les gens prennent ça comme des vacances. Ils partent dans des parcs publics, bien des gens partent au bar, des gens font des fêtes privées avec leurs amis, ils visitent leurs amis par-ci, par-là. Comment est-ce que, avec ce genre de comportement, vous voulez qu'on freine l'évolution de ce virus? Non, non, non. Quelque part, il y a un temps, il faut prendre conscience. Il faut vraiment être
conscient de ce qui se passe et vraiment respecter les mesures qui ont été prises. Le plus tôt possible serait le mieux. Je dois aussi mentionner que malheureusement, je vois certaines personnes qui ne prennent pas au sérieux cette pandémie devant laquelle nous nous trouvons. Ils ne prennent pas au sérieux ce nouveau coronavirus. Et très souvent, j'ai remarqué que ces personnes sont des jeunes personnes ou bien aussi des personnes qui n'ont aucun antécédent médical et qui ont un système immunitaire fort. Ces personnes se disent souvent, la science a dit que la majorité des personnes qui meurent sont des personnes âgées ou bien des personnes qui ont un système immunitaire faible. Et étant donné qu'elles ne font pas partie de ce groupe de personnes-là, elles s'en foutent un peu des mesures prises par le gouvernement ou bien des mesures d'hygiène. Je tiens à dire à cette personne-là que c'est vraiment égoïste de leur part. Elles peuvent bien être infectées par le coronavirus, développer des symptômes légers ou bien ne même rien développer et s'en sortir sans problème. Mais malheureusement, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont infecter des personnes. Et elles peuvent alors infecter des personnes qui sont âgées ou bien des personnes qui ont des antécédents médicaux. Ces personnes âgées ou bien ces personnes avec des antécédents médicaux risquent d'avoir un parcours sévère de la maladie et risquent même d'en mourir. Il est très important en ce temps de penser à la communauté. Essayez de mettre votre égoïsme de côté et pensez vraiment au bien de tout le monde. C'est bien vrai qu'au début, j'ai précisé que juste 20% des personnes infectées par ce nouveau type de coronavirus ont une évolution sévère de la maladie. Mais peut-être vous n'imaginez pas ce que 20% représente. 20% peut vraiment être beaucoup trop que nécessaire. Imaginez un peu un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui a environ 80 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Imaginez alors que les Allemands ne prennent pas au sérieux, imaginez que les Allemands ne prenaient pas au sérieux les mesures posées par le gouvernement et ne respectaient pas les mesures d'hygiène. S'ils ne le faisaient pas, le virus se propagerait plus rapidement, ça veut dire plus de personnes seraient infectées. Prenons un peu le cas que tellement de personnes sont infectées qu'on se retrouve à 60 millions de personnes infectées en Allemagne. De ces 60 millions de personnes infectées, 20% auront une évolution sévère de la maladie. 20% des 60 millions sont environ 12 millions. Donc là, on parle de 12 millions de personnes qui auraient, parce que c'est une hypothèse, qui auraient une évolution sévère de la maladie. Est-ce que vous croyez que les hôpitaux peuvent soigner 12 millions de personnes en quelques jours comme ça par un coup de balai? Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Non seulement il y aura manque de personnel, mais aussi il y aura manque d'appareils pour améliorer la respiration de ces patients-là. Donc, ça sera tellement impossible et les docteurs seront devant un dilemme. Ils seront devant le dilemme de choisir qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Et vraiment, c'est un point auquel on ne doit pas arriver. Et ce cas-ci que je viens de décrire peut se reproduire dans tout pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelques petites nouvelles choses sur le coronavirus. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, respectez vraiment les règles d'hygiène et respectez les mesures qui ont été prises par le gouvernement. N'ayez pas de panique, ne paniquez pas parce que ça ne sert à rien. Et si vraiment tout le monde respecte ces mesures-là, je crois que d'ici quelques semaines ou bien peut-être quelques mois, on aura vaincu cette pandémie-là et on pourra suivre notre cours de vie normal. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu en commentaire. Likez aussi la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, vous savez quoi faire. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos sur les sujets de santé, cheveux et de lifestyle. On se retrouve alors prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis bye et à la prochaine.